Après 3 décennies perdues à errer entre petits boulots, échecs personnels et rêves brisés, Jean-Baptiste, 52 ans, revient dans son village natal du Cameroun, ruiné, épuisé et moqué. Mais cette terre qu'il avait autrefois méprisée devient sa dernière chance. En découvrant les merveilles de l'agriculture moderne, il se lance avec une passion féroce dans une nouvelle vie. Grâce au manioc, au soja et à un élevage porcin innovant, il bâtit un empire agricole en moins d'1 an. Il passe de l'oubli total à une renommée nationale. Son histoire devient un modèle pour toute une génération. Il n'est jamais trop tard pour renaître de ses cendres. Un homme brisé. Le soleil se couchait lentement sur la route poussiéreuse qui menait au petit village de Bakoa, niché au cœur du Cameroun. Assis à l'arrière d'un vieux bus surchargé, un homme au visage marqué par le temps contemplait le paysage avec des yeux vides. Son nom, Jean-Baptiste Mvogo, 52 ans. Il avait quitté ce village 30 ans plus tôt, le cœur plein d'ambition et la tête remplie de rêves de grandeur. Il voulait réussir en ville, faire fortune, briller. Mais la réalité de la vie avait été bien plus cruelle. De petit boulot en petit boulot, de fausses promesses en trahison, Jean-Baptiste s'était peu à peu perdu. À Douala, Yaoundé, puis même brièvement à Libreville, il avait tout essayé. Mais rien ne s'était jamais stabilisé. Aujourd'hui, il revenait les poches vides, une simple valise à la main et une dignité en lambeaux. L'accueil glacial. En arrivant au village, il fut frappé par le silence. Certains habitants le reconnurent à peine. D'autres, plus anciens, chuchotèrent entre eux. N'est-ce pas Jean-Baptiste? Il est revenu, après tout ce temps? Il avait dit qu'il allait devenir ministre. Non? Chez lui, la maison familiale était en ruine. Les herbes avaient envahi la cour, les murs étaient fissurés, et les portes tenaient à peine. Sa sœur cadette, tante Brigitte, fut la seule à lui ouvrir la porte. Elle le regarda avec compassion, sans rien dire, et le laissa entrer. « Tu as faim ?» demanda-t-elle simplement. Ce fut le début de sa rédemption. Non pas dans les cris ni dans les grandes explications, mais dans ce silence rempli de honte et d'espoir mêlés. Le réveil douloureux. Les premiers jours furent terribles. Jean-Baptiste passait ses journées à dormir, ses nuits à réfléchir. Il avait tout perdu, amis, argent, réputation. Il n'était plus que l'ombre de lui-même. Mais quelque chose en lui refusait d'abandonner. Chaque matin, il observait les villageois aller au champ. Il les voyait revenir avec des sacs de manioc, de maïs, de bananes plantains. Il entendait parler d'un jeune du village, Samuel, qui avait bâti une petite fortune grâce à la culture du soja et à un élevage porcin moderne. Intrigué, il commença à poser des questions. Puis, un matin, il se leva plus tôt que d'habitude et décida d'aller voir Samuel lui-même. Une rencontre décisive. Samuel n'avait que 28 ans, mais il rayonnait de confiance. Son champ de soja s'étendait à perte de vue, et derrière sa maison moderne, on entendait les grognements des porcs élevés dans des conditions impeccables. Il accueillit Jean-Baptiste avec respect, bien qu'il eût entendu les histoires du passé. « Tonton, ici, on ne juge pas le passé. Ce qui compte, c'est ce que tu veux faire maintenant. » Ces mots frappèrent Jean-Baptiste en plein cœur. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit écouté, reconnu. Il passa toute la journée à écouter Samuel lui expliquer les techniques agricoles modernes. Comment produire en quantité, comment vendre intelligemment, comment utiliser les réseaux sociaux pour se faire connaître. Un monde nouveau s'ouvrait devant lui. Le déclic. Le soir même, il rentra chez sa sœur les yeux brillants. Il n'avait ni argent, ni terre, ni expérience. Mais il avait une idée. Il irait voir le chef du village, demander une petite portion de terre abandonnée à la sortie du village. Une terre que plus personne ne cultivait. Le chef, surpris par sa demande, accepta. Il connaissait Jean-Baptiste depuis toujours, et malgré ses échecs, il savait qu'un homme à terre peut encore se relever. Jean-Baptiste commença par nettoyer seul le champ. Chaque jour, dès l'aube, il travaillait sous le soleil brûlant, malgré les douleurs dans son dos. Certains se moquaient. Regardez le vieux là, il veut faire le jeune maintenant. Mais d'autres, en silence, observaient. Car ce n'était pas un homme qui travaillait, c'était un homme qui renaissait. Un allié inattendu. Un matin, alors qu'il défrichait encore son champ, une voiture s'arrêta non loin. Une jeune femme en descendit. Élégante, sûre d'elle, elle s'appelait Clarisse. Ingénieure agronome, elle travaillait pour un programme d'accompagnement des agriculteurs locaux. Intriguée par la détermination de Jean-Baptiste, elle décida de l'aider. Elle lui apporta des semences de manioc améliorées, des conseils techniques, et surtout, elle lui offrit une écoute bienveillante. Très vite,
Une complicité naquit entre eux. Elle admirait sa résilience, lui était touché par sa générosité. Et dans ce champ poussiéreux, quelque chose de rare prenait racine, l'amour. Premier fruit, premier doute. 3 mois plus tard, le champ de manioc de Jean-Baptiste était méconnaissable. Les plants étaient vigoureux, bien espacés, et promettaient une belle récolte. Il avait aussi commencé à construire, avec l'aide de Samuel, une porcherie artisanale pour lancer un petit élevage. Mais les doutes revenaient parfois la nuit. Et si ça échouait encore? Et si tout cela n'était qu'une illusion? Clarisse, toujours présente, le rassurait. Tu n'as rien à perdre, Jean-Baptiste. Tu as déjà tout perdu. Maintenant, tu n'as qu'à gagner. Ces mots devinrent son mantra. Les racines de la Renaissance. À la fin de la saison, Jean-Baptiste vendit sa première production. Les bénéfices étaient modestes, mais énormes à ses yeux. Il acheta plus de semences, améliora la porcherie, investit dans une pompe à eau. Le bruit courait désormais dans tout Bacoa. Jean-Baptiste est devenu agriculteur. Ceux qui se moquaient hier commençaient à saluer son courage. Même les jeunes du village, lassés par le chômage, venaient lui demander conseil. Il ne le savait pas encore, mais il était en train de semer bien plus que du manioc. Il semait l'inspiration. Le chant de la révolution. De l'ambition en germination. Jean-Baptiste se réveillait désormais avant le chant du coq. Chaque matin, il avait une routine. Il commençait par inspecter ses plants de manioc, saluait ses porcs comme des partenaires, et prenait un petit déjeuner frugal sous l'arbre à palabres, notant dans un vieux cahier ses idées du jour. Mais son esprit allait plus loin. Il voulait faire de ce petit champ une référence nationale. Il voulait prouver que même à plus de 50 ans, on pouvait rebâtir sa vie à partir de rien. Il commença à suivre des formations gratuites en ligne, grâce à Clarisse qui lui prêtait un petit smartphone. Il découvrit les secrets de la transformation agroalimentaire, les techniques de culture intensive durable, et l'importance de la diversification. Le pari du soja. Après le manioc, Jean-Baptiste décida d'introduire une nouvelle culture sur sa parcelle, le soja. C'était risqué, car peu de gens dans le village le cultivaient. Mais il avait lu que le soja pouvait être très rentable, surtout pour les produits dérivés, lait de soja, farine, tourteaux pour l'alimentation animale. Clarisse l'encouragea dans ce pari. Ensemble, ils préparèrent le sol, semèrent les graines, et installèrent un petit système d'irrigation goutte à goutte à base de bidons recyclés. Chaque étape était une aventure. Ils faisaient tout à la main, avec créativité et patience. Le miracle du marché. 3 mois plus tard, la récolte de soja fut exceptionnelle. Jean-Baptiste décida alors de ne pas vendre à l'état brut, mais de transformer une partie lui-même. Avec un petit moulin offert par Samuel, il produisit de la farine de soja et du lait végétal localement. Clarisse l'aida à créer de simples étiquettes à la main, et à proposer les produits sur les marchés voisins. Les clients furent conquis par la qualité et la fraîcheur. Il reçut même une première commande d'un supermarché de Yaoundé, grâce à un contact de Clarisse. Ce jour-là, Jean-Baptiste comprit qu'il n'était plus un simple cultivateur, il était devenu un entrepreneur agricole. L'élevage prend de l'ampleur. Pendant ce temps, son élevage porcin connaissait aussi un tournant. Il passa de 4 porcs à 20 en quelques mois, grâce à une reproduction bien gérée et une alimentation maîtrisée à base de déchets de manioc et tourteaux de soja. Il apprit à fabriquer des vaccins naturels, à suivre l'évolution de chaque bête, et à anticiper les pics de demande pendant les fêtes. Il engagea 2 jeunes du village, Moussa et Ili, pour l'aider. Non seulement il créait de la richesse, mais aussi de l'emploi. Son champ devenait un centre d'apprentissage pour les jeunes. Le soutien inattendu. Un jour, un 4x4 officiel se gara devant sa parcelle. 2 hommes en costume descendirent, accompagnés d'un journaliste et d'un caméraman. « Monsieur Jean-Baptiste Mvogo ?» demanda l'un d'eux. « Oui, c'est moi. » Il venait du ministère de l'Agriculture. L'histoire de Jean-Baptiste avait fait le tour des réseaux sociaux grâce à Clarisse, qui avait discrètement partagé ses exploits sur une page communautaire. Il voulait documenter son parcours pour inspirer d'autres agriculteurs. Jean-Baptiste, embarrassé mais fier, accepta. Il fut interviewé, photographié, filmé. Quelques semaines plus tard, son visage apparut sur les réseaux, puis à la télévision. On le surnommait « le Renaissant de Bacoa ». L'amour au milieu des sillons. Pendant que ses affaires prospéraient, Jean-Baptiste et Clarisse devenaient de plus en plus proches. Leur journée de travail se terminait souvent par de longues discussions au clair de lune, autour d'un feu, à parler d'avenir, d'espoir,
de renaissance. Un soir, il prit sa main. « Clarisse, tu m'as redonné la vie. Sans toi, je ne serais rien de tout cela. » Elle lui sourit. « Tu t'es battue. Moi, je n'ai fait qu'arroser la graine que tu avais en toi. » Leur premier baiser fut doux, humble, comme leur amour, enraciné dans la terre et dans la vérité. Extension de l'Empire. Grâce à ses bénéfices, Jean-Baptiste acheta une parcelle voisine. Puis une autre. En moins de 6 mois, il disposait de près de 7 hectares de terres exploitées. Il mit en place une rotation des cultures, manioc, soja, maïs. Il installa un petit centre de transformation, un séchoir solaire, et un dépôt de vente directe. Il créa un nom pour son entreprise, Terre Seconde. Un clin d'œil à sa deuxième vie commencée sur cette terre. Des ONG, des coopératives, et même des journalistes étrangers commencèrent à s'intéresser à lui. Il participait à des conférences en ligne. Il formait des dizaines de jeunes. Sa renommée ne cessait de grandir. La visite du passé. Un jour, un homme arriva au village. Jean-Baptiste le reconnut aussitôt, Mathurin, son ancien ami de Douala, celui qui l'avait trahi et ruiné autrefois. Mathurin était en difficulté, endetté, et cherchait une opportunité. Il avait entendu parler de Jean-Baptiste et espérait une aide. Le vieux Jean-Baptiste aurait hurlé. Le nouveau, lui, l'accueillit avec calme. La terre m'a appris à pardonner. Mais ici, on ne donne pas. On construit. Si tu veux, tu peux apprendre. Mathurin, ému, accepta de travailler dans ses champs. Vers le milliard. En fin d'année, les comptes furent faits. Grâce à la vente des produits transformés, au port, aux aides reçues pour l'agro-industrie, aux formations dispensées. Jean-Baptiste avait atteint un chiffre d'affaires stupéfiant, 1,025 milliard de francs CFA. Toute la presse s'en empara. Il a touché le fond, puis atteint le sommet avec la terre. Mais Jean-Baptiste restait humble. Pour lui, le vrai succès n'était pas dans les chiffres, mais dans les regards admiratifs des jeunes qui venaient chaque jour dans son centre d'apprentissage. Un nouveau regard sur soi. Lors d'un événement régional à Bafoussam, Jean-Baptiste fut invité à prendre la parole devant des centaines de jeunes. Il monta sur scène, un micro en main, les yeux brillants. « J'ai perdu 30 ans de ma vie, mais j'ai appris que la terre ne trahit jamais. Il n'est jamais trop tard. La richesse est là, sous nos pieds. Il faut juste avoir le courage de s'y pencher. » Le public l'ovationna. Et dans un coin de la salle, Clarisse pleurait de joie. L'agriculteur millionnaire. Une nouvelle ère. Jean-Baptiste n'était plus seulement un agriculteur, il était devenu une référence nationale. Son nom circulait dans les couloirs des ministères, dans les écoles agricoles, sur les pages de magazines économiques. On le sollicitait pour des conférences, des interviews, des partenariats. Mais malgré la notoriété, il restait fidèle à ses bottes, à son champ, et à son petit cahier noir où il écrivait tout, ses idées, ses erreurs, ses rêves. Il répétait souvent. C'est la terre qui m'a rééduqué. Elle m'a appris la discipline, l'humilité et la persévérance. Clarisse, la complice du cœur. Son amour pour Clarisse s'était enraciné. Elle avait quitté son poste en ville pour s'installer définitivement à Bacoa. Ensemble, ils formaient un couple respecté, uni par une vision commune, transformer l'agriculture locale en moteur de développement durable. Clarisse gérait désormais la partie administrative de l'entreprise Terre Seconde, formation, gestion des commandes, communication avec les ONG et les partenaires. Jean-Baptiste restait sur le terrain, avec ses ouvriers, les mains dans la terre. Un matin, Clarisse lui tendit une enveloppe. « Félicitations, Monsieur Mvogo. Tu as été sélectionné pour représenter le Cameroun à un sommet panafricain sur l'innovation agricole à Kigali. » Jean-Baptiste resta muet. Il n'aurait jamais imaginé, un an plus tôt, être un jour invité à parler de ses champs, à l'international. Kigali, le rêve africain. Le voyage à Kigali fut un tournant. À l'hôtel où il était logé, tout semblait irréel, les couloirs brillants, les chefs d'État, les caméras, les traducteurs, les badges. Quand il prit la parole sur scène, vêtu d'un simple boubou traditionnel beige et de sandales propres, l'assemblée écouta en silence. Je n'ai pas étudié dans les grandes écoles. Je n'ai même pas su gérer ma vie pendant 30 ans. Mais la terre, elle, m'a donné une seconde chance. Le vrai trésor de l'Afrique, c'est sous nos pieds. Ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas l'or. C'est l'agriculture intelligente, durable, locale. Les applaudissements furent longs, nourris, sincères. Le Centre Renaissance. De retour à Bacoa, Jean-Baptiste lança l'un de ses projets les plus ambitieux,
le centre de formation agricole Renaissance. Il s'agissait d'un espace de 2 hectares, aménagé avec des salles de formation, des parcelles expérimentales, une mini-usine de transformation et des dortoirs pour accueillir des jeunes venus de tout le pays. Le centre proposait des formations gratuites aux jeunes sans emploi, financées par les revenus de son entreprise et quelques subventions. On y enseignait la culture du manioc, du soja, la pisciculture, l'élevage porcin, la gestion d'entreprises rurales, mais aussi la revalorisation de soi, la confiance et la discipline. Les anciens rient, les jeunes s'éveillent. Un phénomène étonnant se produisit dans le village. Les anciens, autrefois moqueurs, venaient désormais demander conseil à Jean-Baptiste. Les jeunes, eux, qui rêvaient autrefois de partir en ville, affluaient désormais pour se former à Bacoa. Le village tout entier se transformait. Des routes furent améliorées. Le marché s'agrandit. L'électricité fut stabilisée. Les femmes créèrent une coopérative pour la vente de farine de manioc. L'économie locale respirait. Jean-Baptiste disait souvent: un champ peut nourrir une famille. Une vision peut nourrir un peuple. Les premiers ennemis. Mais tout n'était pas rose. Avec la célébrité et le succès vinrent aussi les jalousies. Certains hommes politiques locaux voyaient d'un mauvais œil ce paysan devenu influenceur attirer l'attention nationale et internationale. Des rumeurs commencèrent à circuler. Il a fait un pacte avec des étrangers. Il veut devenir maire. Il reçoit des milliards illégalement. Des contrôles furent envoyés, des obstacles administratifs surgirent. Mais Jean-Baptiste, droit, transparent, répondit à tout avec calme. Clarisse, elle, enregistra toutes les procédures, publia des vidéos explicatives, transforma les attaques en opportunités de transparence. Le peuple, lui, restait fidèle. Les rumeurs ne prenaient pas racine sur une terre aussi bien cultivée. Un banquet et une annonce. Pour célébrer leur première année de succès, Jean-Baptiste et Clarisse organisèrent un grand banquet au Centre Renaissance. Plus de 500 personnes étaient présentes, villageois, agriculteurs venus d'ailleurs, membres du gouvernement, journalistes, anciens amis. Au milieu de la fête, Clarisse prit le micro. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement une fête pour nos récoltes. C'est aussi une fête pour l'amour. Jean-Baptiste, veux-tu m'épouser? Le public hurla de joie. Jean-Baptiste, surpris, ému aux larmes, tomba à genoux. Oui, 1000 fois oui. Le couple s'embrassa sous les applaudissements. Dans ce champ devenu lieu sacré, l'amour et la terre ne faisaient plus qu'un. Le regard du monde. Quelques semaines plus tard, une équipe de journalistes venus de France arriva pour tourner un documentaire sur Jean-Baptiste. Ils avaient entendu parler de l'homme, qui était tombé dans l'oubli mais qui a transformé des hectares de solitude en milliards de potentiel. Le documentaire fit un carton. Netflix le récupéra. L'histoire fut traduite en 12 langues. Des courriels affluèrent du Canada, du Sénégal, du Brésil. Un message en particulier toucha Jean-Baptiste. Il venait d'un ancien camarade de lycée, aujourd'hui à la retraite à Paris. Tu es une lumière pour ceux qui croient qu'il est trop tard. Continue. L'arbre de l'avenir. Jean-Baptiste planta un fromager au Centre Renaissance. Il l'appelait l'arbre du recommencement. À ses stagiaires, il disait: quand vous plantez un arbre, vous ne le faites pas pour vous. Vous le faites pour ceux qui viendront après. Il ajouta aussi un mur sur lequel chaque visiteur écrivait un mot. Des centaines d'inscriptions couvraient déjà la façade. Espoir, foi, reconstruction, terre, famille, vision. Silence au sommet. Un soir, Jean-Baptiste s'assit seul au sommet d'une colline dominant ces terres. Le soleil se couchait lentement, baignant les champs dorés de lumière. Il repensa à son premier jour de retour à Bacoa. Il se souvint des moqueries, des douleurs, de la solitude. Et maintenant, tout cela semblait loin. Comme un rêve effacé. Clarisse vint le rejoindre, s'assit près de lui, posa sa tête sur son épaule. Aucun mot ne fut échangé. Il n'y avait rien à dire. Tout était là, la paix, l'amour, le fruit du labeur. La terre comme héritage. Un vent nouveau souffle sur Bacoa. Le village de Bacoa n'était plus le même. En l'espace d'un an, les routes en latérite avaient été aménagées, le marché local accueillait désormais des commerçants de toute la région. Et les jeunes avaient troqué les rêves incertains d'exil contre des bottes, des semences, et des cahiers d'entrepreneurs. Jean-Baptiste, quant à lui, marchait chaque matin entre les sillons de ses terres, saluant les ouvriers, conseillant les stagiaires du Centre Renaissance, discutant avec les femmes de la coopérative. Son empire agricole s'étendait maintenant sur 12 hectares, répartis entre cultures vivrières,
transformation agroalimentaire, élevage et pisciculture hors sol. Mais ce qu'il voyait grandir surtout, ce n'était pas la terre. C'étaient les gens. Il les voyait changer, s'élever, s'émanciper. Il voyait l'effet de son travail sur des vies entières. Et cela valait plus que tout l'or du monde. Clarisse, lumière d'un foyer. Clarisse, désormais son épouse, partageait son temps entre la direction opérationnelle de Terre Seconde et les actions sociales à travers leur fondation, Espoir Racine. Ensemble, ils avaient initié des programmes de bourse pour les jeunes filles rurales, offert des semences gratuites aux veuves du village, et lancé un projet pilote de jardin scolaire. Ils vivaient dans une maison en terre moderne, écologique, construite selon les traditions locales mais équipée des innovations solaires et écologiques du moment. Simple mais belle, comme leur amour. Chaque mur racontait une histoire, chaque meuble était issu d'un artisan du coin. Leur intimité n'était jamais éclipsée par le travail. Chaque soir, après le dîner, ils se retrouvaient sous le manguier derrière la maison, un thé chaud entre les mains. « Tu penses qu'on a accompli ce pourquoi Dieu nous a réunis ?» demanda un soir Clarisse. Jean-Baptiste sourit. « Je pense qu'on a à peine commencé. » Une main tendue au monde. Le Centre Renaissance s'agrandit encore. Grâce aux dons de la diaspora, au soutien d'organismes africains et à ses propres fonds, Jean-Baptiste fit construire une bibliothèque rurale, un laboratoire d'analyse agricole, et un studio numérique pour que les jeunes puissent documenter leur culture et apprendre à valoriser leur travail en ligne. Le centre accueillait désormais des jeunes du Tchad, du Mali, du Bénin, de la Côte d'Ivoire. Un écosystème se formait autour d'une idée simple mais puissante, l'Afrique peut nourrir et libérer l'Afrique. Un projet pilote de blockchain agricole était en test pour permettre aux petits producteurs de vendre directement aux consommateurs des villes, sans intermédiaire. Clarisse s'occupait de la coordination avec les développeurs. Jean-Baptiste, lui, restait sur le terrain, à planter, récolter, transmettre. Le dernier frère. Un jour, un vieil homme arriva au village. Il marchait avec une canne, vêtu d'un grand boubou bleu indigo. C'était Victor, le demi-frère de Jean-Baptiste, perdu de vue depuis plus de 20 ans. Ils avaient été séparés par des querelles familiales, des disputes d'héritage, des rançonnures jamais digérées. Victor était resté en ville, s'était battu pour survivre, et avait fini ruiné. Leur regard se croisa longuement. « Tu as changé » murmura Victor. « La terre m'a changé » répondit Jean-Baptiste. Ils s'assirent sous l'arbre de leur enfance, là où, enfants, ils jouaient aux billes. Ils parlèrent pendant des heures, puis Victor resta. Jean-Baptiste lui offrit une parcelle, et son frère se lança à son tour dans la culture du gingembre. Ce fut le dernier morceau de passé à recoller. Des racines dans le ciel. Jean-Baptiste fut invité au Forum mondial pour l'agriculture régénératrice à Nairobi. Cette fois, il y parla non seulement de techniques agricoles, mais de réconciliation intérieure, de réinvention de soi, et du rôle de l'agriculture dans la guérison des sociétés blessées. Son intervention fut largement relayée. On l'appelait désormais le sage de la terre. À son retour, une délégation d'enfants de Bacoa, accompagnés de leurs enseignants, lui réserva une surprise. Dans la cour du Centre Renaissance, ils avaient planté 52 arbres fruitiers, un pour chaque année de la vie de Jean-Baptiste. Une petite fille lui tendit un dessin de lui tenant un arbre dans ses bras, avec ces mots griffonnés. « Merci papounet de la terre ». Il pleura ce jour-là. Pas pour la gloire, mais parce qu'il savait désormais qu'il laisserait une trace. L'épreuve. Mais toute lumière attire l'ombre. Une nuit, un incendie ravagea une partie du centre de transformation. Des machines fondues, des sacs de semences partis en fumée, des murs noircis. L'origine de l'incendie? Criminel, selon l'enquête. Jaloux, concurrent, manipulé, nul ne le sut exactement. Ce fut un choc. Jean-Baptiste se rendit sur les lieux, entouré des jeunes en larmes. Il resta silencieux. Puis, après quelques minutes, il dit simplement. La terre brûle, mais les graines, elles, sont sous terre. Et elles germeront encore. Le lendemain, toute la communauté s'était mobilisée. Les dons affluèrent, les bénévoles vinrent aider, et en moins d'un mois, le centre était reconstruit. Plus solide, plus vaste, plus vivant encore. L'élu du peuple. Face à la pression populaire, Jean-Baptiste fut poussé à se présenter aux élections municipales. Il refusa d'abord. Il ne voulait pas devenir un politicien de plus. Mais les gens insistaient. Tu es notre modèle. On veut que la mairie ressemble à ton champ. Il accepta à une condition. Ne jamais arrêter de cultiver. Élu haut la main,
Il transforma la mairie en un centre de solutions locales, avec des projets d'assainissement, d'énergie solaire, de cantines scolaires agricoles. Mais il répétait toujours à ses collaborateurs: la mairie est mon outil. Mon champ reste mon cœur. Le legs de la terre. Jean-Baptiste n'avait pas d'enfant biologique, mais il en avait des centaines qu'il avait formés, soutenus, guidés. Un soir, il réunit ses plus proches collaborateurs dans la salle commune du Centre Renaissance. Un jour, je ne serai plus là. Mais cette vision doit continuer. C'est pourquoi je vous nomme comme gardien de terre seconde. Il remit à chacun une graine sculptée dans du bois, symbolisant l'héritage vivant. Puis il leur dit: promettez-moi que vous planterez cette graine quand vous sentirez que vous avez, à votre tour, changé une vie. Ils promirent. Dernier sillon, dernier souffle. Les années passèrent. Jean-Baptiste avait vieilli, mais pas son esprit. Il continuait à se lever tôt, à arpenter les allées du centre, à raconter aux jeunes: il n'est jamais trop tard. J'ai commencé à vivre à 52 ans. Avant, j'existais seulement. Un matin, alors que le soleil se levait doucement, Clarisse le trouva assis sous le fromager, un sourire paisible sur le visage. Il s'était éteint, paisiblement, les mains posées sur la terre. Le village pleura. L'Afrique pleura. Mais personne ne parla de mort. On disait simplement: Jean-Baptiste est retourné à la terre. Là où il est né une seconde fois. L'homme qui a planté l'éternité. Des années plus tard, un jeune garçon du Bénin, en stage au Centre Renaissance, écrivit un poème qu'on grava sur une plaque à l'entrée du centre. Il s'intitulait « L'homme qui a planté l'éternité ». Il n'avait plus rien. Il est revenu vers la terre. Et la terre l'a recousu. Il l'a aimé, nourri, écouté. Elle lui a donné en retour des champs d'or, des enfants de cœur, et une légende. Cet homme, c'est Jean-Baptiste. Il n'a pas juste cultivé la terre. Il a cultivé l'avenir. Morale de l'histoire. Il n'est jamais trop tard pour renaître. Jean-Baptiste nous enseigne que même après 30 ans de désillusion, d'échecs et de solitude, il est encore possible de se relever. C'est en retournant à la terre qu'il a retrouvé sa dignité, son amour-propre et sa mission. La vraie richesse n'est pas toujours là où on la cherche. Elle dort parfois sous nos pieds, dans la poussière des champs, dans la sueur des mains, dans la patience du semeur. Cette histoire nous rappelle que la terre ne trahit pas, elle répond à l'effort sincère. La sagesse peut naître de l'échec, si on a le courage de recommencer. Le succès n'a pas d'âge, mais il demande du sens, du service et de l'amour. Et surtout, le plus beau des héritages, c'est celui que l'on plante dans les cœurs.